On manque de mots pour pouvoir exprimer des nouvelles réalités. En fait, notre société change, nos modes de vie changent, mais on n'a pas les mots encore pour pouvoir les définir. Et tant qu'on n'y met pas le mot, on ne pourra pas construire la réalité de demain. Moi, j'ai vraiment toujours ce sentiment-là d'ouvrir une voie pour les générations d'après. Enfin, déjà pour moi-même, je le fais pour moi-même, hein. Mais je pense qu'en ouvrant cette porte-là, on l'ouvre aussi à leur génération. Et en fait, pour moi, c'est important dans le sens où finalement, cette midlife, c'est pouvoir reconnecter avec qui on est vraiment. La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, de la fin des règles. Celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez. Allons-y alors. Bonjour Lisa. Bonjour Aude. On s'est rencontrés chez Ninty, un événement Ninty auquel tu prenais la parole. On se connaît aussi via une amie commune qui s'appelle Tamia. Oui, exactement. Et on s'est parlé plusieurs fois et je trouve que tu es tout à fait dans le thème de la fin des règles et je suis ravie de t'avoir ici aujourd'hui. Est-ce que toi, tu peux commencer par te présenter en quelques mots ? Oui, avec plaisir. Déjà, merci Aude de me recevoir. Et donc, si je dois me présenter, moi, je suis donc Lisa Cohen-Corn. J'ai 46 ans, j'ai 2 jeunes filles, adolescentes, et je travaille depuis une vingtaine d'années sur le champ du vieillissement de la population, de comment on s'occupe de nos personnes âgées, comment on les aide à rester à domicile, comment on envisage le vieillissement. Et depuis 2-3 ans, je m'intéresse au sujet en remontant un petit peu sur l'entrée dans le vieillissement. Que tu situes quand ? Alors, on pourrait se dire que dès la naissance, on rentre dans une forme de vieillissement, mais le vieillissement au sens où je l'entends, je le situerais plutôt autour des 40-45 ans. Donc, on y est toutes les deux, c'est ça, hein ? Exactement. Et c'est comment finalement on prépare son vieillissement, puisque quand on travaille, en tout cas moi dans mon secteur d'activité du maintien à domicile, de ces questions d'adaptation de la société au vieillissement, on pense souvent à partir du départ à la retraite. Oui. Et finalement plus tard, quand tu parles de maintien à domicile, je pense plutôt 80 ans. Ouais. Mais on commence à avoir quelques dispositifs. Il y a beaucoup de choses qui commencent à émerger sur l'organisation de la société, notamment le logement, avec des logements où on commence à envisager des co-living de personnes à partir de la retraite. Ouais. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point finalement on n'envisage pas la préparation à son propre vieillissement, comme si à partir du moment où on a 65 ans, on passe à la retraite et c'est là où on commence à devenir vieux. Mais finalement, est-ce que ce serait pas intéressant de commencer un petit peu plus tôt à envisager les choses et à se préparer, à rentrer dans une nouvelle dynamique, justement d'ailleurs pour ne pas qu'à 65 ans, on se dise « Tiens, ça c'est une frontière et je deviens vieux du jour au lendemain ». D'autant que ça correspond plus à une réalité, puisqu'aujourd'hui, à 65 ans, quand tu pars à la retraite, en fait, tu te retires pas du monde. C'est plus l'objet. On est encore en activité. C'est certes une activité qui n'est pas salariée. C'est plus les mêmes formes d'activité, mais les gens sont extrêmement actifs. Tu me fais très peur quand tu me parles de tout ça.
et que tu mets le mot vieillissement partout, que tu le fais remonter à la naissance. Bon, d'accord. Parce que moi, je pensais que tu allais dire oui, 45 ans, c'est la midlife, c'est le moment où on n'est plus vraiment jeune, mais pas encore vieux. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est effectivement, je suis certainement bien trop polluée par mon écosystème professionnel et effectivement, c'est cette tranche 45-65 ans. Hein, effectivement, moi, c'est la tranche d'âge que j'appelle la midlife, hein, et qui n'est pas encore la vieillesse, et loin de là. Et bien au contraire, d'ailleurs, c'est une étape de vie, hein, où tout est possible. D'ailleurs, je travaille beaucoup sur ce sujet en considérant parce que j'aime bien cette image, que la vie est un peu comme un accordéon, et que finalement, tu vois, l'allongement de la durée de la vie et les 20 années d'espérance de vie qu'on a gagnées, j'aime bien considérer que on ne les positionne pas de 60 à 80 ans ou de 65 à 85 ans, mais que finalement, c'est un espace nouveau que on peut ouvrir et étirer dans la vie, comme si la vie adulte, finalement, n'était plus monolithique, et que elle pouvait se subdiviser en 2 étapes. Une première partie de vie adulte, entre 25 et 40-45 ans, et une deuxième étape de vie adulte, entre 45 et 65 ans. Et que cette nouvelle étape qu'on est en train de découvrir, et surtout au féminin, c'est une étape pleine de potentialités, de richesses, qu'on commence tout juste à découvrir, et qui est une étape qui est pleine de nouveaux possibles. Et peut-être que c'est une étape qui n'existait pas avant pour les femmes. Et j'adore cette idée que l'on soit la première génération à pouvoir ouvrir cet accordéon. Ouais, cet accordéon. C'est une image qui me parle beaucoup, que j'avais jamais envisagée avant. Donc en fait, je gagne du temps de vie d'aujourd'hui. Exactement. Exactement. Et c'est cette étape-là, moi, que je nomme la midlife dans mes travaux. Et ce passage entre cette première partie de vie adulte et cette deuxième partie, et cette midlife, cette deuxième partie de vie adulte, en fait, répond à un process de transformation, un peu comme ce qu'on vit au moment de l'adolescence, quand on se transforme de l'enfance à l'âge adulte. On passe par cette étape d'adolescence, de transformation, où on est obligé de renoncer à tout un tas de choses et tout un tas d'avantages du monde de l'enfance, mais aussi pour découvrir tous les avantages et tous les nouveaux possibles que nous offre la vie adulte. Et bien finalement, pour nous, et pour nous aussi spécifiquement au féminin, c'est un petit peu la même chose, hein, et j'aime bien cette image de la midlescence, ce qu'on pourrait appeler la midlescence, cette transformation entre les 2 parties de vie adulte. La midlescence, comme l'adolescence. Exactement. Mais on dit aussi que la ménopause, alors je reviens là-dessus, mais c'est pas ce dont tu parles toi, que c'est aussi bouleversant pour le corps que la puberté. Donc on retrouve cette idée de changement physiologique très important. Exactement. Et en fait, pour moi, la ménopause, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. C'est finalement cette transformation du milieu de vie. Oui, il y a cette partie, il y a la ménopause qui en est un peu le côté physiologique qu'on peut voir et que tout le monde vit et traverse, que notre corps, ce que notre corps peut nous dire. Mais en fait, derrière ça, il y a tout un monde souterrain de transformation qui vient avec. Et donc là, on a toute la transformation dans nos relations sociales, dans nos relations professionnelles, dans les relations amoureuses, dans le rapport aux enfants. Et finalement, cette étape de vie de la midlescence, de la midlife, c'est vraiment un moment de transformation vers une nouvelle vie. Et donc, c'est quoi cette nouvelle vie qu'on a envie d'avoir ? Tout à l'heure, tu disais, on est la première génération. Il y a quelque chose que tu m'avais dit la dernière fois qu'on s'était parlé qui m'avait beaucoup marqué, sur lequel j'étais revenue, c'est qu'effectivement, on est la première génération à ne pas s'être posé la question de travailler ou pas travailler. C'était une évidence que tout le monde avait accès au marché du travail de la même manière, les garçons comme les filles.
et qu'on s'était pas posé la question de savoir ce qu'on voulait en faire de cette liberté qu'on n'avait pas vraiment conquise, qui nous avait été donnée par la génération précédente et qu'on a accepté comme un cadeau, enfin même pas comme un cadeau, comme quelque chose qui nous revenait de droit. Et il y avait cette phrase de Léa Salamé, enfin en tout cas elle s'est beaucoup exprimée sur le sujet parce qu'elle est exactement de notre âge aussi. Elle dit bah non, moi quand j'étais jeune j'étais pas féministe, et je dis bah ouais, moi aussi j'étais limite anti-féministe en fait. C'est quoi ces trucs de ringue, enfin ça. Et on est toutes devenues féministes plus tard, on a compris en fait la valeur de ce qui nous était donné et de ce qui nous était pas forcément donné. Et aussi, on s'est pas suffisamment posé la question de ce qu'on voulait faire de notre vie. C'est-à-dire qu'on est toutes passées par soit un burn-out, soit une reconversion. On arrive ici à 45 ans, plus proche de nous-mêmes. Enfin. Ouais. Oui, en fait, c'est amusant ce que tu dis. Moi, j'ai l'impression que qu'il y a plusieurs ressorts à ce que tu dis. D'abord, c'est vrai, moi je l'ai vécu et j'adore la manière dont Léa Salamé l'exprime, parce que je me retrouve complètement dans ce côté un peu anti-féministe et finalement un féminisme qui arrive un peu sur le tard, parce que c'est comme si à la midlife, pour la première fois de notre vie, on découvrait des freins. Et c'est la première fois qu'on a des freins comme ça un peu limitants. Au moment où il y a les premières bouffées de chaleur qui arrivent pour les femmes devant quand elles sont dans des prises de parole en public, par exemple, dans des assemblées, quand elles ont des insomnies et que elles doivent intervenir sur une réunion importante pour elles, que elles peuvent avoir des variations d'humeur. Il y a un mécanisme qui se met en place, un peu malgré elles et contre elles-mêmes, d'effacement. Comme si, finalement... Toi, est-ce que tu l'as vu, ça ? Oui. Est-ce que tu parles d'expérience ? Alors, je peux pas te dire que c'est une expérience personnelle, non, je l'ai pas vécu, mais oui, c'est quelque chose qui, tu sais, j'ai beaucoup travaillé sur Wellsy, le compte que j'ai créé sur le sujet, et on a eu énormément de témoignages de femmes qui expliquaient ce mécanisme d'effacement de la société, d'effacement des postes professionnels, comme si pour la première fois de leur vie, ces femmes sentaient un plafond de verre et sentaient que à cet endroit-là, c'est pas l'extérieur qui les rejetait, mais c'est elles-mêmes qui ne voulaient plus avoir à vivre une bouffée de chaleur en public, les difficultés de variation d'humeur, la prise de poids, et de plus l'afficher comme ça, et ce qui expliquerait ce phénomène d'effacement. Donc, il y a ce... Alors, je suis toujours gênée quand je parle de ce sujet parce que finalement, c'est comme si je responsabilisais les femmes sur ce phénomène d'effacement, là où certaines sont plutôt dans la dénonciation en disant on nous représente pas, on nous efface pas, on nous efface de la société. Et donc tu vois, ce phénomène d'effacement, je pense que là, on a, nous, en tant que femmes, ou en tout cas, moi, je me sens cette responsabilité de l'agir. Parce que finalement, c'est comme si cette société, les entreprises, la manière dont nos entreprises ont été construites et dont la société a été construite, elle a été construite par des hommes pour des hommes. Et quand je dis ça, je dis pas que il y a aucune animosité, il y a aucune, c'est pas quelque chose, c'est pas un discours contre les hommes. C'était simplement un fait. C'est que les femmes, nous, on vivait, en tout cas dans les générations passées, on vivait plutôt dans des espaces intérieurs, et donc les hommes qui étaient dans les entreprises, qui étaient dans la vie sociale, ont construit une société à leur image qui correspond à leurs propres besoins. Et en fait, ce que je trouve vraiment intéressant et même enthousiasmant, c'est que on est, nous, cette première génération, à être confrontés pour la première fois à ce plafond de verre, et c'est à nous de faire sauter ce verrou. C'est à nous de prendre cette responsabilité et d'agir. D'un monde construit avec les codes masculins. C'est ça, tu dis plafond de verre, ouais, c'est ça. C'est exactement. En fait, on a notre place, mais pas vraiment. On est invité, mais on se sent pas bien, on se sent pas vraiment à notre place. Alors quand je dis ça, c'est pour dire que effectivement, tu vois, aujourd'hui, les sociétés, par exemple, parce que moi mon sujet il est beaucoup sur la vie professionnelle, mais ça pourrait être sur n'importe quel champ. Les sociétés sont construites et sont organisées effectivement par des hommes et pour des hommes
à l'origine, puisqu'ils étaient majoritairement présents. Donc bien sûr qu'en entreprise, aujourd'hui, il n'y a rien qui est en place pour accompagner les femmes qui traversent ce moment de transformation avec les 42 symptômes qu'on connaît de la ménopause. Et donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité et d'agir cette transformation et d'adapter les sociétés et de travailler avec les sociétés pour adapter le mode de travail, adapter les conditions de travail pour les femmes. Tu penses à des choses simples à mettre en œuvre ? Pour moi, le premier sujet, peut-être le premier levier qui est extrêmement simple, c'est la communication. C'est faire savoir, c'est communiquer là-dessus. Je crois qu'il y a les 3/4 des femmes de moins de 40 ans qui n'ont jamais entendu parler de la ménopause. Donc, imagine les hommes. Une femme sur 2 qui traverse ce moment de ménopause ou de préménopause ne sait pas à qui s'adresser et ne sait pas vers qui se tourner pour trouver de l'information. Et elles ne connaissent rien au sujet. Et donc, à partir du moment où on commence à faire tomber les tabous, à prendre la parole sur le sujet, à éduquer les femmes pour qu'elles comprennent ce qui se passe en elles, à communiquer aussi auprès des hommes pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe dans le corps et dans la vie des femmes à ce moment-là. Et pour moi, ça, c'est déjà le premier levier, qui est un levier fondamental, parce que si on apprend à se comprendre, si on apprend à comprendre, pour les hommes, qu'ils apprennent à comprendre les femmes, déjà, toute la relation au travail change, et c'est... Pour moi, c'est le premier levier. Donc, tu vois, par exemple, quand toi, tu organises ce podcast sur la fin des règles, pour moi, ça, c'est un premier levier de transformation dans l'entreprise. Bah, j'espère. Il faudra en parler au DRH. Pour revenir à toi et ton expérience, comment est-ce que tu t'es construite, toi, personnellement ? C'est vrai que tout à l'heure tu disais que on fait partie d'une génération où toutes les portes étaient ouvertes pour nous et que finalement ça a été on a bénéficié de tous les combats féministes qui ont été menés avant nous, et que le féminisme nous on connaissait pas, ou c'était des vieux combats un peu ringards. Et moi aussi j'ai cette sensation là que tout était possible. La seule limite ou le seul bémol que je pourrais ajouter à ça, c'est que c'est vrai, en tout cas moi dans ma construction, c'est vrai que personne ne m'a dit que je ne pouvais pas faire d'études. On m'a toujours laissé le choix et tout était ouvert. Mais moi, je suis la deuxième d'une fratrie. J'ai un grand frère avant moi. Et lui, on disait que c'était l'intellectuel. Il était toujours très curieux de tout. Il lisait beaucoup de choses. Il s'intéressait à l'art, il s'intéressait à l'économie, la politique, etc. Donc lui était plutôt catégorisé comme un intellectuel. Et puis moi, plutôt comme une manuelle, comme une créative. Vous avez chacun été assigné à un rôle. Il fallait que chacun occupe la place pour que tous les champs soient couverts. Exactement. Chacun par un enfant. Exactement. Et à ce moment-là, effectivement, tout était ouvert. Mes parents m'ont toujours proposé de choisir exactement ce que je voulais faire. Mais je sentais bien finalement, au-delà de ce qui était dit, qu'il y avait un véritable enjeu. Un véritable enjeu sur sa carrière à lui, sur ce que le fils de la famille allait pouvoir faire, devenir, et comment il allait se positionner dans sa vie. Alors que pour moi, finalement, j'étais une fille, il n'y avait pas un grand enjeu. C'était bien que d'ailleurs ce soit moi la créative, la manuelle et l'artiste, parce que je pouvais bien faire ce que je voulais. C'était pas... Il y avait pas d'enjeu à ça. Et c'était une plus grande liberté qui t'était offerte que celle que pour ton frère, finalement. On peut le voir de façon très positive. Absolument, absolument. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que le vivaient mes parents. C'était vraiment de m'offrir cette liberté. Et en fait, ce que je trouve intéressant, que je peux regarder maintenant avec le recul, c'est de voir que, finalement, moi, j'ai pris le contre-pied de ça. J'ai été rebelle à l'envers. Bonne élève, voilà ma probabilité.
Et c'est exactement ça. C'est que, en fait, moi, je trouvais ça très injuste et je trouvais ça très caricatural qu'on puisse assigner une fille à des travaux manuels et des travaux artistiques. Et donc, j'ai choisi de faire des études et je me suis dit, je vais faire une prépa et je vais travailler. Et finalement, je me suis inscrite dans ma vie professionnelle et dans cette première partie de vie adulte, je me suis inscrite dans des activités professionnelles intellectuelles. En mettant de côté toutes mes activités artistiques, tous mes goûts et mes loisirs artistiques. Et finalement, c'est là où je trouve ça intéressant de voir que on a certes levé tous les freins, et ces femmes avant nous ont levé tous les freins d'accès à exactement ce qu'on voulait faire dans la vie. Et en même temps, ce qu'on voit quand même, c'est que peut-être que il va falloir quelques générations pour que la liberté puisse s'installer de façon bien solide et bien ancrée, parce que il y a des freins qui sont quand même intériorisés et par contre, pour être là plus positive, ce que je vois aussi, c'est que ce moment de la midlife, ce moment de la midlessence, de cette transformation, c'est aussi un moment où on revient à soi. Tu vois, aux États-Unis, ils ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Je suis toujours très étonnée que ça se soit pas encore développé en France. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que le mot midlife est même pas traduisible. C'est ça. Il y a rien Absolument. comme concept pour penser ce moment de vie. Ouais. On sait juste qu'on devient senior à 45 ans. En tout cas, c'est dans le monde de l'entreprise, on est catégorisé senior. Ouais. C'est le seul mot qui existe qui définit les hommes finalement. Ça veut dire monsieur. Ouais. Absolument. Et ce qui est d'ailleurs, je travaille sur ce sujet. Je travaille sur ce sujet des mots parce que finalement autour du sujet du vieillissement au sens large, et tu le disais tout à l'heure, pourquoi t'emploies ce mot si moche? On n'en est pas là, mais finalement on manque de mots pour pouvoir exprimer des nouvelles réalités. En fait, notre société change, nos modes de vie changent, mais on n'a pas les mots encore pour pouvoir les définir. Et tant qu'on n'y met pas le mot, on ne pourra pas construire la réalité de demain. Et donc ça fait partie des projets justement que je développe. Je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Franck Tapiro, je le cite parce que ce serait pas juste, voilà. Et donc qui est un communicant, et quand j'échangeais avec lui sur les mots retraite, sur les mots vieillissement, sur les mots midlife, il me disait mais en fait c'est horrible ces mots, c'est des mots qui portent en eux-mêmes des choses tellement négatives que c'est des mots qui plombent et qui donnent pas envie. Et comment on pourrait créer une nouvelle réalité, en tout cas créer la réalité de demain, ou même juste la réalité qui est déjà là. Et pour créer le monde de demain et pour que les midlifeuses de demain soient des femmes totalement épanouies et hyper fières d'être dans cette tranche de vie de 45-65 ans, comment on peut réinventer le vocabulaire qui va avec et trouver des jolis mots, des mots qui portent, qui résonnent, qui ouvrent. C'est marrant parce que pour moi, je suis dans le même travail, mais je l'ai pris dans l'autre sens. Je dis, le mot ménopause, on va arrêter de le stigmatiser, on va finir par l'accepter, accepter de l'entendre. Donc, j'appuie dessus pour le banaliser. Ouais, c'est juste aussi. En fait, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. C'est bien de nettoyer ces mots qui sont pleins de stéréotypes et d'ancrage négatif. Et en même temps, c'est aussi important de pouvoir accompagner les changements sociétaux avec des mots qui correspondent. Tu vois, le mot retraite, c'est comme si on te demandait de te retirer de la société. Oui. Ça correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. À 65 ans, tu te retires pas de la société. Tu te retires juste de ta vie, d'une partie de la vie professionnelle. Tu vois, là, la midlife, on a du mal à le définir. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Wellsi, sur toute la terminologie autour de ces moments de vie. Et en fait, j'ai pas réussi à trouver un terme en plus français. Enfin, c'est embêtant de prendre un terme anglais. Donc là, je lance une proposition de recherche de mots pour pouvoir qualifier cette deuxième partie de vie entre 45 et 65 ans. Bon, on va chercher à vos crayons si vous avez des idées.
Et de la même manière, la midlessence, hein, tu vois, je suis repartie de l'adolescence pour pouvoir mixer le milieu de vie avec cette transformation. Mais finalement, il nous faudrait aussi un mot, un terme pour pouvoir définir toute cette étape de vie. Toutes ces étapes de vie. C'est ça. Et donc, peut-être pour revenir à notre propos, en fait, ce que je trouvais intéressant dans les études qui ont été faites, notamment dans le monde anglo-saxon, c'est que eux expliquent très bien que dans la première partie de vie adulte, c'est là où on va prendre notre place dans la société. C'est là où on va choisir en général notre job, on va choisir notre mari, notre femme, on va choisir notre appartement. En fait, c'est comme si dans cette étape de vie, on se construisait vis-à-vis de l'extérieur. Oui. On se construit socialement. Et ce sentiment très fort de faire les choses pour se conformer à ce qu'on attend de nous. Exactement. D'avoir le mari, le frigo, la voiture, le chien. Enfin, quand je caricature les pubs, mais c'est ça. Exactement. Et la midlessence, c'est ce moment où tu passes donc dans cette étape de midlife. Et en fait, dans la midlife, ce qu'ils expliquent, c'est que là, pour la première fois, tu te retournes sur toi-même. C'est comme si tu revenais à qui tu étais. Tu sais, il y a Catherine Barba, dans une des interviews que tu as faites, disait, mais en fait, à 50 ans, c'est l'opportunité de devenir soi-même. Et je trouvais que c'était une super jolie formule. Parce que c'est vraiment ça, c'est comme si cette midlife, c'était l'opportunité de revenir à soi et de faire ce que tu n'as pas encore réalisé et qui est important pour toi. Il y a ce moment et ce moment de bascule, hein, souvent, il arrive autour de 40 ans parce que c'est un moment où, pour la première fois, tu peux regarder aussi bien derrière toi que devant toi. Et quand tu regardes devant, tu peux aussi entreapercevoir une forme de finitude. Tu peux avoir cette première confrontation à... Moi, j'ai adoré le cap des 40 ans. Ça m'a vachement plu d'avoir 40 ans. Je me trouvais hyper belle. Ouais. Je me trouvais plus belle qu'à 20 ans, en fait, parce que j'avais perdu les grosses joues de la jeunesse. Je me trouvais beaucoup plus puissante, beaucoup plus sage, beaucoup plus affirmée. Et j'ai adoré. Alors là, c'est beaucoup moins sympa. 45, bizarrement, ça s'est descendu très, très vite. Mais alors, toi, je voudrais savoir quelles sont les grandes remises en question. Qu'est-ce que tu trouves à cette décennie? Moi, c'est un peu ce que je t'expliquais en préparant ce podcast. Hein. Ce qui est particulier, c'est que finalement, à 40 ans, c'est le moment où j'ai clôturé une première partie de vie professionnelle. C'est pour ça que chez moi, ça s'ancre beaucoup dans le champ professionnel. Je parle beaucoup de ça parce que c'est un peu mon sujet, puisque je suis dans une phase de transformation. Et en fait, donc j'ai vendu ma société et puis à 40 ans, je me disais ok, alors c'est quoi la prochaine étape? Comment je vais faire? Tu l'as vendu juste à ce moment-là, il y a 5 ans? Non, j'ai vendu un peu avant mes 40 ans. Ouais. Et puis, tu sais, j'avais une petite période d'accompagnement. Et à ce moment-là, je me disais, OK, donc ça, c'est bon, j'ai réussi ça. Maintenant, comment je vais faire mieux? Comment je vais aller plus vite? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux? De mieux que quand même monter une boîte, la revendre, c'était quand même déjà magique. Ouais. Mais voilà, je cherchais, tu vois, c'était vraiment, moi je voyais ça un peu comme un escalier et je me disais, ok, c'est quoi la marche d'après et comment je vais faire ça mieux la prochaine fois. Et j'étais dans ce questionnement-là au moment où j'ai un de mes associés qui, quelques mois après la cession de notre société, s'est découvert une tumeur et qui a eu raison de lui en quelques mois. Et là, ça a été un vrai moment de bascule pour moi. Parce que tout d'un coup, lui, il disait toujours, parce qu'on bossait beaucoup, il disait toujours, je profiterai après. Et en fait, il a jamais profité. Et là, il y a eu un vrai moment de remise en question. Où je me suis dit, ok, en fait, ce que je comprends, c'est que mon objectif, c'est pas de faire mieux. Mon objectif, ça va être de faire un pas de côté, ça va être de faire autre chose. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me poser, à regarder ce que j'avais fait et à me dire, ok, ça va être quoi autre chose? Comment je peux me réinventer? Et qu'est-ce que je peux faire de très différent?
Et pour répondre à ce questionnement-là, je me suis demandé ce dont j'avais envie d'être fière à la fin de ma vie professionnelle. Qu'est-ce qui me rendrait fière et que j'ai pas encore réalisé? Et là, je suis rentrée dans un processus de transformation. Donc, j'ai quitté ma boîte. J'ai créé Wellsy. Donc là, j'étais vraiment sur ce chemin. Wellsy, quand je l'ai monté, c'était un chemin d'exploration pour moi. C'est quoi cette deuxième partie de vie professionnelle? C'est quoi les opportunités quand qu'on ouvre justement à la midlife? Et c'est là où j'ai compris que il fallait que je revienne à moi. Et tu vois, ça fait 3 ans à peu près que je suis dans ce cheminement. Et ce que je trouve fou, c'est que je savais pas que ça me mènerait aussi loin, parce que je suis même arrivée. Enfin, tu vois, pour moi, le bout du bout, c'est que là, je suis en train de changer de nom de famille, et je suis en train de reprendre mon nom de jeune fille. Alors, j'y accole bien sûr mon nom marital, parce que je suis toujours avec mon mari, et pour moi, c'est pas une remise en question de ce choix-là. Comment il le vit, lui? Il le comprend. En fait, il comprend le cheminement. Il est OK avec le chemin que je parcours. Et en fait, pour moi, c'est important dans le sens où finalement, cette midlife, c'est pouvoir reconnecter avec qui on est vraiment. Et reconnecter avec qui on est vraiment, pour moi, c'est réouvrir cet espace de créativité, cet espace de celle qui était manuelle, qui était artiste, qui était créative, et que j'avais complètement laissé de côté. Et accepter que je puisse avoir un cerveau gauche et un cerveau droit, que les deux peuvent cohabiter. Et c'est aussi accepter de me livrer au monde tel que je suis. Parce que moi, j'avais des sujets par rapport à mon nom de jeune fille qui étaient assez connotés. Et du coup, quand je me suis mariée, c'était une super opportunité pour moi de me cacher derrière un masque, de me cacher derrière quelque chose pour pas dire aux yeux du monde qui j'étais vraiment. Et aujourd'hui, en reprenant les deux, c'est une manière d'assumer que oui, mon nom de jeune fille, c'est Cohen, et que j'assume de m'appeler Lisa Cohen, et que j'assume aussi d'y accoler tout ce que j'ai construit, tout ce qui a été du domaine de l'acquis pendant ces 20 dernières années, et donc d'y accoler le nom Korn. Et donc aujourd'hui, je me présente sous le nom de Lisa Cohen Korn. C'est extrêmement fort. C'est fou d'en arriver à changer de nom à 45 ans. Mm. Et c'est drôle parce que si je fais le parallèle de ce que j'ai vécu moi, mon cousin, je me souviens, il s'était fait la remarque, il avait dit, mais c'est fou, t'as créé ta boîte mail avec ton nom de femme mariée, Aude Ayo, mais tu l'as utilisée le lendemain de ton mariage, elle était opérationnelle, il n'y avait plus que celle-là qui existait, c'était clair. Et c'est vrai que moi, j'avais hâte d'abord de faire honneur à mon mari en portant son nom. Et puis, ça m'a... Pendant longtemps, sur les réseaux sociaux, parce que c'est fait pour, il y avait écrit Aude Ayo et entre parenthèses EP Leca ou Leca, pour que les gens qui me connaissaient sous le nom Leca me retrouvent quand même. Donc ça a duré longtemps. Et puis il y a quelques mois, je crois que mon frère m'a fait une remarque, il m'a dit non mais il faut bien que t'aies les deux noms pour que les gens puissent te retrouver sur les réseaux, c'est important. Et je dis non, mais moi c'est fini, Leca je l'ai retiré. Je peux plus, c'est bon, c'est le temps, ils ont eu le temps de me retrouver. Maintenant ça va, ça fait quoi 12 ans, 13 ans que je suis mariée. Mon vrai nom c'est Aude Ayo et Leca n'existe plus. Mais est-ce que c'est pas ça que... Tu vois, c'est marrant parce que comment c'est possible que ton nom de jeune fille n'existe plus, parce que finalement, c'est ça qui t'a construite et qui t'a permis ensuite de te marier. Pour moi, c'est un vrai sujet, ce sujet des noms. Et en même temps, c'est compliqué. Enfin, tu vois, quand j'en parle avec mes filles, elles me disaient, oui, mais alors attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va s'appeler Cohen Korn, et puis quand on va se marier, on va rajouter encore un nom. Et puis si mon mari, il a fait la même chose, et ben on va afficher 4 noms. Et comment tu fais pour choisir? Parce que du coup, tu me refiles le problème, parce que c'est à moi de choisir lequel des 2 noms je dois retirer. Mais pour moi, il y a un vrai sujet autour de ces noms de famille. Et je trouve que quelque part, c'est pas juste Pour moi, c'est comme si on se reniait en fait, ou comme si on mettait de côté une partie de nous-mêmes
en prenant son nom de C'est vrai, marital. c'est tout à fait ça. Je pense que je suis totalement victime de l'organisation sociale telle qu'elle existe et de ce qu'on attend d'une femme. Et totalement intégrer ça au point que je suis pas capable de m'en débarrasser. Bon, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, pour moi, ça, c'est un des sujets qui pose question. Et je suis sûre que nos filles re-questionneront ces sujets-là. Dans les générations, nos filles, nos petites filles re-questionneront ces sujets-là. Parce que elles sont nées avec leur nom de naissance. Tu fais ce changement bien après, donc ça les concerne pas directement. Oui, mais tu vois, si je m'étais appelée tout de suite Lisa Cohen-Korn, comment j'aurais appelé mes filles? Est-ce que je les aurais appelées aussi Cohen-Korn? Qu'est-ce qui fait que j'aurais choisi plutôt de les appeler Lisa avec leur prénom et Cohen? Ou qu'est-ce qui fait que j'aurais choisi plutôt le nom de famille de mon mari? Pourquoi choisir le nom de famille du mari? Enfin, quelle est la légitimité? J'en parlais avec un de mes cousins qui est en train de se marier, qui se marie cet été. Et il vit aux États-Unis, donc tu vois, lui, il a vraiment une liberté de pensée bien plus avancée que la mienne. Et lui, il disait, en fait, on est en train de réfléchir à fusionner nos noms et à créer un nouveau nom. Génial. Et donc, ce serait notre nouveau nom. Et puis, pour nos enfants, du coup, ça fait un nom qui est le mélange des deux. Et je trouvais ça hyper intéressant comme proposition, un peu farfelu, mais en même temps pour les généalogistes. Ouais, mais en même temps hyper intéressant. Ouais. Donc voilà, je suis sûre que les générations après nous s'en sortiront bien mieux que nous sur ces sujets-là et arriveront à trouver à contacter leur créativité pour trouver des solutions. Donc aujourd'hui, tu es redevenue la Lisa de tes 20 ans, créative, manuelle. Ouais, en tout cas, c'est très nouveau pour moi et effectivement, en ouvrant cette porte de qui j'étais, qui je suis et quel est mon ADN, eh bien, ça m'a permis de recontacter Lisa Cohen. Et quand je me suis interrogée sur qui était Lisa Cohen, et ben en fait, pour moi, c'était évident. Et quand je regarde dans ma généalogie, des deux côtés de ma famille, c'est, tu vois, dans ma famille, il y a des brodeurs d'or. Il y a ma grand-mère était prof de yoga et elle faisait du tricot. Elle vendait ses créations. Donc voilà, je viens d'une famille d'artisans. Donc, je ne sais pas exactement ce que je vais faire de ça. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire de cette créativité et comment je vais pouvoir allier cette créativité avec toutes les activités de conseil qui sont plutôt intellectuelles que j'ai développées ces dernières années. Mais voilà, la suite est à venir. Moi, je suis en train de préparer cette deuxième partie de vie. Je suis dans cette phase de transformation. Donc, on pourra se retrouver dans quelques mois, dans quelques années pour voir ce que c'est devenu. Et est-ce que tu en as parlé avec ta mère, par exemple, de tout ça? Alors, moi, j'ai perdu ma mère très jeune. Oui. Très jeune. J'ai perdu ma mère à 25 ans. Donc, non, j'ai pas pu challenger ces sujets-là avec elle. Comment tu penses qu'elle l'aurait reçu ou qu'est-ce qu'elle t'a transmis d'elle-même de ces étapes-là? Au moment des étapes de la midlife. Oui. T'as rien vu peut-être, hein? Ouais, j'ai un peu du mal à voir la midlife chez elle. J'ai un peu du mal à voir la midlife chez elle. Je pense que c'est difficile pour les filles de voir quelque chose de ce moment-là chez leur mère. Ouais. Si les mères en parlent pas ouvertement et ne mettent pas des mots, ça passe un peu inaperçu pour les filles. Ouais. Ouais, c'est marrant, là où moi j'ai aucun problème à parler de cette étape d'introspection à mes filles. Donc, qui regardent ça avec... Donc, qu'est-ce qu'elles y voient? Ce changement de monde qui est quand même énorme. C'est sûr qu'elles peuvent pas passer à côté. Oui, elles trouvent ça assez amusant, peut-être inquiétant aussi, parce qu'elles voient que c'est un vrai moment d'introspection, de remise en question. Et en même temps, moi, j'ai vraiment toujours ce sentiment-là d'ouvrir une voie pour les générations d'après. Enfin, déjà pour moi-même. Enfin, je le fais pour moi-même. Mais je pense que en ouvrant cette porte-là, on l'ouvre aussi à leur génération. Et
Et tu vois, là où ma mère, justement, a une carrière professionnelle, une vie professionnelle très, très monolithique, enfin, elle a fait le même métier toute sa vie. Moi, je suis hyper enthousiaste à l'idée de pouvoir avoir des vies professionnelles différentes, avoir une première vie professionnelle et cette idée de me réinventer, de faire quelque chose de très différent, ou en tout cas l'agir de façon très différente, parce que peut-être que, tu vois, moi, le sujet du vieillissement, de façon générale, c'est un peu mon sujet, j'adore ce sujet, j'adore le prendre par plein d'angles différents, mais dans un positionnement et dans une manière de l'agir différente. Je trouve ça assez magique. C'est finalement c'est comme si nos vies s'allongeaient, et en s'allongeant, elles sont en plus de plus en plus rapides, de plus en plus denses, et finalement comme si on pouvait avoir plusieurs vies en une. Donc c'est une super opportunité, hein. Et peut-être que mes filles, elles, ce qu'elles pourront décrire à leurs enfants, c'est qu'on n'a pas deux vies professionnelles, c'est qu'on n'a pas deux vies de femmes adultes, mais qu'on en a 3 ou 4. Enfin, tu vois, c'est une manière aussi. Peut-être que c'est juste une posture face à la vie, de se dire que tout est opportunité et qu'à n'importe quel moment, on a droit de changer. Et on peut découvrir des nouvelles choses, on peut rebondir ailleurs, enfin, tout est possible en fait. Alors, j'élargis encore un peu le sujet, mais je me rends compte qu'il y a aussi la question de son identité professionnelle, dont il est difficile de sortir à un certain moment, quand on s'est construit sur une image que les autres ont de soi, ou qu'on a surtout de soi-même, de ses compétences et de ses routines, en fait, de ce qu'on a ancré. C'est pas facile de se redéfinir totalement. Enfin, moi, je vois, par exemple, puisque là, ces 10 dernières années, j'ai fait de l'immobilier. Avant ça, j'avais fait du journalisme. Donc, j'ai déjà changé 15 fois de vie professionnelle. Et là, arriver à me dire, est-ce que je me définis toujours par l'immobilier? Comment je le place dans tout ça? C'est difficile, je trouve. Moi, ce qui m'a marqué, tu sais, je suis coach aussi, donc j'accompagne des gens qui sont eux-mêmes en transformation. Et ce que je trouve, enfin, une des recettes du succès, j'ai l'impression, enfin une des recettes de la transformation, ça pourrait être de vouloir, tu vois, enfin moi je vois ces gens qui veulent se transformer, qui veulent faire des choses qui sont diamétralement opposées de ce qu'ils faisaient. Et effectivement, je trouve que le moment magique, c'est le moment où les gens prennent, et je l'ai vécu, c'est le moment où tu vas explorer à l'autre bout de qui tu es, à l'autre bout et tu prends cette liberté-là. Et à un moment donné, quand tu reviens à celle que tu es, que tu as construite, celle que tu as construite par l'acquis, et que tu arrives à y mettre de l'inné. Un peu comme si, tu vois, ce moment de réconciliation, ce moment où tu peux tout refusionner. Et en fait, moi, c'est un peu ce que j'ai fait avec Wellsi, tu vois. Wellsi, c'était ma première expérience professionnelle. J'étais en B2B. Avec des acteurs institutionnels. Et ensuite, quand j'ai retrouvé mon amie Frédérica, avec qui j'ai monté Wellsi, on a voulu aller explorer le B2C. Et du coup, je me suis formée aux réseaux sociaux, au marketing digital, enfin tout ce que j'avais jamais touché dans mon ancien univers. Et finalement, en allant à l'extrême opposé de ce que je faisais, donc je m'adressais à des femmes, j'essayais de trouver des solutions pour elles, j'animais des réseaux sociaux à leur endroit. Et finalement, en allant comme ça aussi loin de mon ancien univers, effectivement, c'est pas là où j'ai réussi à développer mon projet. D'ailleurs, Wellsi, c'est jamais devenu une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a pas de business model. Ça a été un peu un parcours de découverte pour moi. Et ensuite, le moment où j'ai accepté de prendre tout ce que j'avais découvert au travers de Wellsi et que je l'ai ramené dans mon ancien écosystème, c'est là où j'ai eu l'impression de me renouveler, de me réinventer.
Et tu vois, là, j'ai l'impression d'avoir trouvé le chemin de cette deuxième partie de vie professionnelle, puisqu'aujourd'hui, je suis consultante et j'accompagne des entreprises, des institutionnels. Donc, je reviens un peu à mon ancien écosystème dans lequel je me sentais très bien. Et par contre, j'ai découvert tout cet univers et ce sujet de la midlife, de la transformation des femmes, de comment on accompagne l'emploi des seniors, l'emploi des seniors au féminin, comment on accompagne ces sujets de ménopause en entreprise, comment on accompagne les femmes qui sont elles-mêmes des aidantes. Et finalement, c'est la fusion de ce que j'ai construit ces 20 dernières années avec cet univers diamétralement opposé que j'ai été explorer. Et quand j'ai réussi à réconcilier les deux, c'est là où j'ai réussi à trouver mon positionnement. Donc, tu l'as très bien fait. Merci. Est-ce qu'on peut en venir à toi? Est-ce que toi, tu as des symptômes de la ménopause? Non, mais tu vois, moi j'ai 45 ans, je pense que c'est encore un peu tôt. Peut-être que j'ai quand même beaucoup travaillé sur ces sujets-là, donc on voit bien que, quand on travaille dessus, on voit bien qu'il y a plein de petits signaux sourds, tu vois, de choses qui commencent, qui changent dans le corps. Donc peut-être que, tu vois, tous ces signaux sourds, maintenant, j'arrive bien à les identifier. Je sens depuis quelques années que c'est important pour moi d'avoir un bon équilibre de vie, ou en tout cas quand tout n'est pas parfaitement équilibré, puisque la vie c'est ça aussi, hein, tout n'est pas sous contrôle. Au moins je sais pourquoi, tu vois. Je vois très vite que je vais peut-être être plus fatiguée le lendemain ou des choses comme ça, mais ça reste encore des signaux un peu sourds, tu vois. C'est pas, j'ai rien de très avéré. Ok. Tu vois, typiquement les cheveux, tout ça, j'ai pas encore tous ces signaux. Mais je sais que ma mère les a eu beaucoup plus tard. Elle les a eu plutôt vers 55 ans. Donc je pense que t'as du temps devant toi encore. Ouais, j'ai encore un peu de temps devant moi. Ok. Mais je suis contente d'avoir travaillé là-dessus, parce que ça m'a permis de mieux comprendre comment ça fonctionne, quels sont tous les signaux qui sont liés à ces changements hormonaux, pour mieux les repérer au moment où ils viendront. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir fait mon éducation sur le sujet, là où la plupart de mes copines, quand je commençais à explorer le sujet, me disaient « Ah, mais ça me concerne pas ». Enfin, tu vois, en plus, j'ai plein de copines qui sont un peu plus âgées que moi et qui me disaient « Mais c'est pas un sujet, moi ça me concerne pas ». Donc tu vois, quand t'as 50 ans, une femme te dit bah non, moi ça me concerne pas, non, c'est pas possible. Ça s'appelle du déni. Ça nous concerne toutes et c'est pas grave. C'est ça. Et c'est pas grave. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des sujets qu'on a oublié d'aborder et que tu aurais rêvé sur lesquels tu aurais rêvé de dire quelques mots? Peut-être que qu'est-ce qui se passe dans ce moment de vie de la midlife? C'est quoi les sujets qui vont... Tu vois, cette première confrontation à la mort, pour moi, ça a été ça, mais peut-être que pour d'autres, il y a d'autres éléments déclencheurs. Donc peut-être que c'est pas ça le point d'orgue. Pour toi, ça a été la mort de ton associé? Ouais, en tout cas, ça a été l'élément déclencheur. Et juste derrière ça, je me suis dit, OK, mes 40 ans, je vais les placer sous le signe de la liberté. Et je savais pas, à l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire exactement. Enfin, je disais ça un peu comme... Comment t'as dit ça? Pourquoi liberté? Comment ça t'est venu? Ça m'est venu beaucoup en réaction à ma première partie de vie professionnelle. Un peu comme si cette première partie de vie professionnelle, je m'étais un peu contrainte. Tu vois, j'avais cette sensation de sauter dans mon tailleur tous les matins, de me lisser les cheveux et d'être dans un espèce de cadre presque limitant. Et à 40 ans, comme je venais en plus de vendre, enfin en tout cas d'arrêter cette activité, je me suis dit, OK, en fait ma deuxième partie de vie professionnelle, j'ai envie qu'elle soit libre, qu'elle soit ouverte. J'ai envie de choisir ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de travailler. Donc tu vois, j'avais cette image d'ouvrir les fenêtres. Et
Et finalement, c'est aussi en créant du vide, enfin, c'est en sortant de l'entreprise, hein, et puis en allant explorer, tu vois, des sujets juste qui me passionnaient, enfin, qui m'intéressaient, hein, que j'ai pu créer un espace nouveau dans lequel j'allais pouvoir remplir avec ce qui était important pour moi, de choisir mes collaborations, de choisir mon rythme de travail. Tu vois, j'ai pas l'impression de travailler moins. J'ai l'impression de beaucoup travailler, mais de travailler différemment. Je travaille que dans le plaisir, alors bien sûr, bon, on fait pas toujours. Tu vois, typiquement le montage d'un podcast, c'est pas la partie la plus amusante, mais en tout cas, moi, quand j'ai monté ce podcast pour Wellsi, c'était génial de me dire, ok, en fait, c'est aussi l'opportunité de pouvoir aller rencontrer plein de gens et de choisir les gens que j'ai envie de rencontrer, avec qui j'ai envie de travailler, de choisir mes collaborations, et ça, je trouve ça hyper précieux. Je suis pas sûre de répondre complètement là. C'est ça, c'est la liberté de choisir avec qui on travaille et qui on est dans le travail. Et d'ailleurs, quand tu m'as proposé de participer à ce podcast, moi je me suis dit, ah tiens, la fin des règles, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Parce que moi, je suis pas encore dans cette phase de ménopause. Et puis en fait, de façon assez évidente, ça a résonné pour moi, parce que je me suis dit, mais en fait, moi, ce que je suis en train de vivre là, ma transformation, c'est la fin des règles, mais des règles que je m'impose. Et donc, en fait, effectivement, je suis bien dans cette phase de prise de liberté et d'arriver à nettoyer un peu autour de moi toutes les barrières que j'avais dressées moi-même. Hein. Tu les fais sauter. Ouais. Et tu vois, pour revenir à la fameuse phrase de Catherine Barba, en fait, c'est là où c'est hyper enthousiasmant de se dire que cette étape de vie, hein, c'est aussi la possibilité d'être ou de devenir soi-même, pleinement. Je te remercie beaucoup, Lisa, pour cet entretien avec toi. Merci à toi. C'est très éclairant. T'as posé des jolis mots. Ce que je retiens, c'est ce mot de la midlife qu'il faudrait arriver à traduire en français, mais sinon, tant pis, on le gardera et on l'imposera. Ouais. La nécessité de trouver des mots pour remplacer tous ceux qu'on n'arrive même plus à entendre, en fait. Et puis le chemin qu'on ouvre pour nos filles, d'accepter d'être pluriel, d'être nous-mêmes, de garder notre nom de jeune fille, de retrouver notre nom de jeune fille, de refuser de perdre notre identité. Ouais, je pense qu'il y a vraiment ce sujet-là de s'incarner pleinement. Merci beaucoup. Merci Aude. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram et me laisser des commentaires et des étoiles. Si vous avez une invitée à me suggérer pour un prochain épisode, écrivez-moi. À très vite.